Je voudrais remercier le Canadian Canola Growers Association pour leur commandite de la prochaine causerie. Claire Citeau sera l'animatrice. Elle va animer la session entre Dominic Barton, président de Rio Tinto. Il a passé 30 ans à McKinsey, y compris 9 ans comme partenaire de 2009 à 2018. Il a aussi tenu des postes comme ambassadeur du Canada auprès de la Chine et comme membre du Conseil consultatif sur la croissance au Canada et Meredith Levery, présidente et chef de la direction de EDC depuis février de 2019. Elle est aussi présidente de, des du Global 100 du Canada. Claire, merci beaucoup. Je pensais que j'allais faire les présentations, mais merci de m'avoir épargné ce travail. Alors, démarrons avec cette conversation d'aujourd'hui. Ma première question est pour toi, Mireille. EDC, Exportation et Développement Canada, a publier ses objectifs d'ici le 2030 et j'ai vu la lettre d'introduction et je cite, cette vision est que le Canada doit être reconnu comme leader dans le commerce international et dans ton message spécifiquement, d'ici le 2030, le Canada sera le leader dans le commerce international en développant un meilleur avenir pour tous les Canadiens. Avons-nous perdu un terrain qu'il nous faut regagner et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le Canada ne fait pas tout ce que le Canada pourrait faire? Merci beaucoup Claire et merci à tous les organismes pour m'avoir invité à être ici aujourd'hui. C'est un plaisir. Oui, c'est vrai, on a perdu des choses que nous avions et on fait moins de ce que nous pouvons, ce qui n'est pas forcément la meilleure façon de commencer cette conversation. Mais si on regarde les statistiques commerciales entre 96 et le 2000, on avait 4% de la part de marché des exportations mondiales et aujourd'hui, en 2023, on est 2,3%. Donc oui, les statistiques vous montrent qu'on ne fait pas ce qu'on devrait, ce qu'on pourrait et on est en dessous de nos pairs de l'OCDE. Donc, c'est une situation assez difficile aujourd'hui. D'abord, quoique je voudrais dire que le Canada est un exportateur très diversifié, on a entendu Goldie qui a parlé de la propensité que nous avons de faire des exportations de côté et notre partenaire commercial le plus important continue à être les États-Unis, mais 90% s'en vont à des économies avancées. 90% des exportations canadiennes s'en vont à des économies avancées. Et quoi qu'on ait une partie de ce réseau d'économies avancées, pensez-y, il s'agit là de pays où la population est en train de vieillir, où les modèles de consommation sont en train de ralentir et où l'on a une croissance économique faible. Donc, tous nos partenaires commerciaux sont les plus lents par rapport à la croissance, raison pour laquelle on est en train de perdre une part de marché. Bien évidemment, il faut reconnaître l'émergence de nouveaux joueurs depuis que les statistiques sont arrivées, surtout la Chine qui absorbe tellement d'exportations aujourd'hui, mais fondamentalement, on n'a pas changé en tant que Canada pour adopter le côté positif de l'histoire, c'est-à-dire les marchés émergents, les marchés où l'on voit une croissance de population, où l'on voit la croissance de consommateurs moyens, où l'on voit un modèle de comportement très différent côté croissance de la population, côté démographique, côté urbanisation. Donc, beaucoup de ces choses qui, en fait, vont dire c'est eux les consommateurs de l'avenir. Donc oui, c'est là où nous devons vraiment changer le dialogue au Canada pour faire quelque chose qui reconnaît que nous avons un problème commercial et établir une vision pour voir comment le résoudre dans les prochaines années. Donc l'ambition est ce dont nous avons besoin au Canada et aussi la diversification. Merci pour cela. Ma, Ma prochaine question est pour vous deux en ce moment. En 2017, le budget fédéral parle du rapport Barton et la cible du Canada qui va de 55 milliards en 2025 à 2015 à 75 milliards à 2025. On est au 2023 et on m'a posé la question antérieurement à un comité.
On peut dire qu'on est arrivé à la cible et qu'on l'a même dépassée en avance, mais la recherche suggère qu'une grande partie de cette augmentation dans les exportations se doit largement à une augmentation dans la valeur de nos exportations et non pas tellement au volume. Et si on regarde le contexte mondial pendant la même période de temps, quoique les chiffres semblent avoir augmenté, les concurrents principaux, l'Union européenne, la Chine, le Brésil, ont augmenté leur part de marché et nous, on est dans la même situation, ça fait 20 ans. On était auparavant le deuxième exportateur de produits dans le monde et maintenant on est le cinquième exportateur. Donc, la question que j'ai à vous poser est la suivante. Est-ce que nous sommes en train de mesurer la chose correcte? Comment mesurer notre progrès quand il s'agit de notre situation dans le monde? Devons-nous établir de nouvelles cibles ambitieuses et devons-nous trouver de meilleures façons de mesurer notre progrès dans le monde? Dominique, tu voudrais peut-être parler? Bon, euh, l'industrie agricole est une industrie qui me dynamise, donc j'adore être de retour et me connecter avec cela. Concernant ta question, je regardais en arrière les recommandations et le rapport et tu es correct. D'un côté, les bonnes nouvelles sont qu'on a surpassé les 65 milliards et la table agricole subséquente à nous l'a mentionné même alors et même à l'époque, on était proche à atteindre le chiffre côté prix et non pas volume. Mais dans les recommandations, il ne s'agissait pas seulement du revenu, mais de la part de marché, qu'on avait des cibles de part de marché qui étaient là. Et comme tu l'as dit, en fait, on est dans la direction inverse, qui est l'inquiétude. Donc, côté nos mesures, il nous faut en avoir plusieurs. Je pense qu'on doit avoir les revenus que nous voyons et je pense qu'il faut le soulever étant donné le contexte d'un monde différent. On a eu beaucoup de chocs pendant les dernières années, donc il n'y a pas façon de pouvoir revenir à cela. Je n'ai pas fait l'analyse, mais côté le point de l'ambition, il nous faut regarder les choses en ce qui concerne la part de marché. Après cela, on a besoin de la part de marché. On a eu une augmentation des exportations agricoles à 8% euh, pour être les deuxièmes après les États-Unis qui sont en premier lieu. Mais c'est les exportations agricoles de 2,8 de part de marché à 5,6%. Donc, du 11e, on a monté au 4e lieu. Je regarde toujours la Hollande, ils me rendent fou parce qu'ils sont aussi grands que le Grand Toronto et désolé, mais ils sont bien plus productifs. Rappelez-vous qu'on a eu une conversation, j'ai fait un voyage pour parler avec eux et je leur ai dit, ben, attention, on arrive. Et ils m'ont dit, ben, nous, on est déjà dans la direction de laquelle tu parles. Donc, on a une ambition là-bas. Donc, je pense qu'on a besoin de valeur, on a besoin de la part de marché, mais je pense qu'on a une cible manquante qu'on n'avait pas dans le rapport et je sens fortement qu'il faut l'avoir, c'est-à-dire la quantité d'entreprises agroalimentaires. Il y en a 25 qui sont les supérieures dans le monde et aucune d'entre elles est nôtre. Et on ne peut pas être un joueur dominant si on n'a pas d'entreprise de cette taille. Et quand je vois ce que le Brésil a fait pendant les 10 dernières années, côté signification de leur entreprise, les États-Unis l'ont toujours eu, l'Allemagne, la France. Donc, je pense qu'au moins, on a une dimension de l'échelle des organismes que nous avons. Si on veut être un joueur au niveau mondial, on doit avoir l'échelle et on l'a perdu le long du temps. Donc voilà les trois choses que je chercherai. Je suis tout à fait d'accord avec Dominique en ce qui concerne la discussion sur la valeur et établir des cibles ambitieuses. Vous savez que le fait que je pense qu'on prend une perspective trop simplifiée là-dessus, c'est-à-dire on a eu la fortune d'avoir des cibles qui existaient et les gens comparaient les choses à cela parce que ce qui est mesuré est fait, c'est absolument vrai.
mais ce n'est pas suffisamment spécifique et je pense que ce que nous devons commencer à faire est de parler de certains sous-secteurs, de parler des géographies de façon très différente. Dans le Pacifique, bien évidemment, on le mentionne comme étant la région, mais il existe de très différents pays avec de très différents besoins pour de très différents produits. Et je pense que quand on parle de mesurer, il nous faut diviser les cibles et commencer à analyser où le Canada peut vraiment être à la tête et faire la différence. Est-ce dans les produits de base? Est-ce dans l'aquaculture? Est-ce dans le traitement de valeur ajoutée? Il faut éclaircir les choses et je vois des organismes comme le vôtre qui peuvent être vraiment utiles parce que je pense que quand on a un objectif très ambitieux et on ne le divise pas, personne ne va aider à livrer les composantes de cet objectif. Donc, je pense absolument qu'il faut diviser les choses. Ça doit être propulsé par la valeur. Je suis tout à fait d'accord avec Dominique par rapport au besoin d'avoir des champions mondiaux. Et plus que cela même, il nous faut en fait célébrer nos champions mondiaux au Canada. C'est ce que nous ne faisons pas. Nous avons une attitude très canadienne qui en fait ne donne pas de la valeur à nos champions mondiaux et dans quelques situations, on voudrait les voir échouer et non pas réussir et nous ne reconnaissons pas comment ils pourraient apporter des PME à leur chaîne d'approvisionnement au niveau local, les utiliser et les faire être exposés à ce que l'exportation voudrait vouloir dire et avoir des centres mondiaux pour qu'ils puissent en fait faire l'exportation eux-mêmes. Donc, je pense que nous pensons de façon très spécifique et cela contre le fait qu'il existe une chaîne de valeur au Canada et que nous devons encourager tous les joueurs de la chaîne de valeur pour les aider à livrer leurs produits. Maintenant, seulement dans les engrais, je pense qu'on est peut-être un champion mondial, mais outre cela, je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci. Je pense que vous avez commencé à répondre à la prochaine question aussi. Pour beaucoup dans l'agroalimentaire, le rapport Barton a été une percée et cela a reconnu que le secteur agroalimentaire du Canada devrait être au front et au centre comme moteur économique de la croissance et des emplois dans ce pays. Donc, c'est très emballant vraiment que d'établir une aspiration audacieuse pour développer le secteur agroalimentaire. Quand vous regardez les prochaines 10 ou 15 années, quelle est votre vision? Quel serait votre énoncé de vision pour le secteur 15 années à partir de maintenant? Et quelles seraient les 4 ou 5 politiques principales ou actions principales qui pourraient nous mener là? Peut-être, Meredith, cette question pour toi serait, où est-ce que l'agriculture correspondrait dans cette image? Bon, ben, commençons. Vous savez que je ne parle généralement pas de politique parce que ce n'est pas mon rôle, c'est celui du gouvernement, les politiques. Mais je pense qu'il nous faut, et nous avons eu deux tables rondes ce matin par rapport aux besoins de l'agriculture canadienne, c'est-à-dire la demande est là, le besoin est là, et je pense qu'on a passé beaucoup de temps au Canada à parler de nos industries de ressources naturelles et après, on a passé à une relation d'amour et de haine avec eux. On a nos ressources naturelles, mais en fait, il nous faut passer à de différents types d'industries et aujourd'hui, pouvoir revenir au point à la suite de l'invasion illégale d'Ukraine, où l'on a des ressources naturelles, où on a l'électrification et il faut comprendre que les ressources naturelles que nous avons sont encore un facteur de succès, un avantage concurrentiel pour le Canada. Donc, la vision à 10 ans et où nous devons arriver veut dire de comprendre que nos ressources naturelles sont quelque chose que nous pouvons en fait utiliser pour prendre le Canada vers une position supérieure. Et je pense que l'agriculture est l'un des secteurs vraiment importants. Et à mesure que les gens passent vers une conversation de la sécurité, cela devient même plus prominent.
Du point de vue des politiques, j'ai dit que ce n'est pas mon travail, mais j'y arrive à cela parlant des défis auxquels font face les exportateurs et la raison pour laquelle ils exigent de différentes politiques. Numéro un, on en a entendu parler aujourd'hui, c'est l'infrastructure qui habilite le commerce. C'est la côte ouest qui ne peut pas gérer la capacité. Cela commence là. Mais il s'agit aussi de notre système, de notre réseau de routes. Et ce qu'on n'a pas entendu ce matin, c'est les 5G, l'infrastructure numérique, parce que le chemin en allant de l'avant, et quand on parle de l'action climatique, il faut mettre davantage de productivité dans le secteur. Il nous faut avoir de l'automatisation, il nous faut avoir de nouvelles méthodes et de nouvelles façons pour apporter l'agriculture et le traitement des aliments dans le monde. Et cela sera l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine. Et pour cela, on a besoin d'une infrastructure 5G partout dans le Canada et non seulement dans nos villes. Donc, il existe des barrières incroyablement importantes qui doivent être surpassées afin de nous permettre de faire que notre agriculture arrive au reste du monde. Je pense que beaucoup d'agriculteurs au Canada et dans les communautés rurales seraient certainement d'accord avec la même question. Pour toi, quelle est ta vision pour le secteur? Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Je pense que nous devrions parler de l'ambition. J'adore ce que tu dis, qu'il faut diviser les choses, mais je pense qu'en 2035, nous devrions être l'un des 3 joueurs principaux. Nous bougeons notre population mondiale à 10 milliards de personnes. Nous avons des enjeux de sécurité alimentaire et de chaîne d'approvisionnement à cause des choses qui se passent, et c'est encore plus essentiel qu'auparavant. Et cela vraiment va déverrouiller beaucoup de croissance dans ce pays. Donc, je me concentrerai à la vision étant le numéro 3 et après, je partirai à la marque. La marque, c'est quelque chose qui me rend un peu fou. Et si ça ne vous dérange pas, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais en Chine, j'ai été invitée chez le propriétaire de SK, une entreprise à Pékin. Ils ont des centres commerciaux. Celui-là était élégant et ses revenus annuels étaient 12 milliards de dollars par an. Donc, quand on pense à l'échelle, il y en a deux. Je suis allée avec des amis. Ils ne savaient pas que l'ambassadeur canadien allait arriver. Je suis apparue et un ami m'a présenté. Il m'a dit, laisse-moi t'emmener à mon magasin de chef de file d'aliments. Et il y a le ministre Macaulay. Je rentre et il a du porc canadien refroidi à un prix extrêmement élevé. Ça vient du Canada et c'est à cause des blocs cage et tout cela. Et après cela, il me dit, vous autres, vous n'êtes pas bons à faire une marque. Alors, je lui dis, OK, je passe par le couloir, il y a du canola, l'huile. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis, il a mal écrit, il a en fait mal écrit des oies canadiennes. Et il a dit, bon, ben, je peux le vendre parce que c'est canadien. C'est un gars que je ne connais pas. Et c'est là, et il est en train de me dire, ben, c'est quoi qu'est-ce qui vous arrive à vous autres? Et on en a parlé pendant longtemps. Et Chris Forbes, il pousse là-dessus aussi. Et je pense que, bon, la Nouvelle-Zélande, elle a une marque qui couvre beaucoup de différents produits. La marque est qualité, durabilité, santé, normes de réglementation. Donc, je veux tout simplement le souligner. Je pense que nous devrions être le numéro 3. Allons-y et faisons que notre marque soit reconnue. Et j'ai fait un tout petit peu de recherche. Quelles sont les marques auxquelles on a le plus de confiance dans le monde? Je pense que c'était extrêmement intéressant. L'année dernière, d'abord, on a Band-Aid de Johnson et Johnson. Après cela, on a Toyota, n'est-ce pas? Numéro 8, devinez, Tim Hortons au niveau mondial. Je ne pouvais pas le croire. En fait, je suis revenu à l'écran et je me suis dit, c'est le Canada, c'est quoi? Et c'est Tim Hortons.
Et c'est intéressant parce qu'en Chine, avec tous les enjeux qui se passaient, Tim Hortons était en train de fleurir partout dans les magasins. On allait au magasin et il y avait des manivelles pour les portes qui avaient l'air ou de hockey. Donc, tout cela, la marque nous aide à nous sécuriser parce que les consommateurs le veulent. Et dernière chose que je veux dire est que pendant les temps difficiles, et on avait des temps très difficiles en Chine, il y avait des gens qui faisaient la queue en dehors des magasins de Canada Goose. Et on ne les éloignait pas parce que, ils voulaient cela à cause de la marque et on en parle, mais on ne le recherche pas et je pense que c'est faisable et si la Nouvelle-Zélande peut le faire, ça se passe pendant les 7 dernières années, je pense que nous pouvons faire la même chose. J'aime cette histoire, sur le marketing et je pense que cela nous connecte avec ce que Chris Forbes disait auparavant aujourd'hui. Oui, on a un système de réglementation fort, mais on ne va pas le vendre si on n'apporte pas les gens, si on n'attire pas les gens pour raconter notre histoire. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que quand Ted a parlé ce matin, il a parlé de la promotion du commerce, absolument. Mais ce qui est important à souligner par rapport à l'histoire de mon collègue est le consommateur. Alors, c'est quoi l'importance de l'exportation du Canada si ça s'en va chez les commerçants? Alors, les consommateurs n'arrivent pas à la table d'achat. Et ça, c'est un appel à l'action pour le Canada côté traitement et valeur ajoutée, parce que nos produits de base ne vont pas nous faire arriver au point que nous désirons pour avoir accès au marché. Alors, peut-être de façon quotidienne, on peut le faire, mais on n'a pas la marque. Ça ne nous aide pas. Et l'autre chose là-dessus est que peut-être une autre dimension et l'ambition et la diversification, ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout le faire au Canada. Donc, oui, notre potentiel au sein du Canada est énorme et il faut le rechercher. Mais à cause de cela, à cause de notre recherche, quand je pense à la capacité qu'a notre science agricole au Canada. C'est quelque chose de superbe. On a beaucoup de pays en Afrique qui vont faire l'agriculture. Ça va se passer. La Tanzanie va commencer à vendre des fèves de soja à la Chine. Et avec qui veulent-ils faire un partenariat? Avec le Canada. Ils sont propriétaires de 70% et nous 30%. Alors pourquoi ne pas penser à ces régions du monde aussi où la capacité canadienne rentre? Et là, on est vraiment des personnes à l'interne. Et un des meilleurs exemples est celui de McCain avec les patates. Ils construisent des usines à l'intérieur de la Chine. Je ne sais pas comment ils s'appellent, mais ils sont dans le système. Et donc, je pense qu'il nous faut penser de façon plus créative. On a une demande énorme, une augmentation de 70% en aliments d'ici le 2050. On ne va pas tout pouvoir le produire. Ça va se passer surtout en Afrique et ailleurs. Alors, quel est le rôle que nous pouvons jouer pour pouvoir participer là-dedans? Parce qu'en fait, nous avons une marque de qualité euh, et on n'est pas du côté du consommateur. Alors, les exportations du Canada qui sont en croissance accrue sont les services. Il y a beaucoup de renseignements dans beaucoup de secteurs et ce qui vient avec, c'est l'équipement. On termine avec des fournisseurs de services qui sont utilisés qui utilisent des équipements particuliers et après cela, ils sont utilisés dans le marché et après pour des ingrédients particuliers ou des matériels. Donc, cela génère davantage d'exportation quand on a l'industrie des services et on a des partenaires avec lesquels faire des partenariats. Alors, permettez-moi de développer cette idée. Dans le contexte mondial, le commerce agroalimentaire a triplé pendant les 20 dernières années. Au Canada, on a 15 accords de libre commerce avec
de grandes nations et de grands blocs du monde entier. On a aussi l'Organisation mondiale du commerce et le système pour faire le commerce avec des pays avec lesquels on n'a pas d'accord de libre commerce. Le niveau de risque a augmenté dans les années récentes et l'ex on a subi de grands, changements politiques dans le monde. Beaucoup de gens veulent savoir comment leurs produits sont, récoltés et traités. Donc cela crée toute une série de défis de réglementation ajoutés au niveau d'incertitude pour les entreprises. Quand nous regardons les risques, c'est quoi votre message, aux entreprises quand elles cherchent des opportunités dans le monde entier? Pouvez-vous nous parler, pour le Canada, quels sont les risques si nous n'avons pas l'ambition, l'infrastructure et la commercialisation? Et pour les entreprises, et peut-être, Mary, tu peux en parler un peu plus étant donné ton rôle avec, EDC. Comment, réduire le risque du commerce international et comment assurer qu'on ait les systèmes en place pour que les exportateurs puissent, faire des entreprises viables? Parce qu'au bout du fil, les, entreprises vont faire le commerce et cela a du sens au niveau commercial. You want me to kick off? Alrighty, so that's a really big, long question there, OK, Claire. c'est You're more une than welcome to answer grande that question. question. So I'm going to go back to something Goldie said. So he gets a Alors, shout out je from Goldie. reviens à Businesses will quelque do chose what que businesses Goldie will avait do, and dit. we have to go Les back to the entreprises vont fundamentals of faire ce supply and demand. qu'elles vont So we faire. know the demand is there. Everything Nous tells us savons that the que la demand is there. demande est là. For Tout nous Canadian dit que la ag and demande est dairy là pour farms like l'agriculture, necessary les inputs. produits So agroalimentaires the questions then canadiens. become, Mais how voici do les we questions. ensure Les that the questions sont supply comment gets to the market, gets to the assurer right qu'on peut markets, and to your point, acheminer that's les seizing the produits vers opportunity, but les also how do we marchés, de-risk it? saisir So when I think l'opportunité about sans this, trop I de definitely think risques. at it from a couple of different Quand angles. j'y When people pense, talk to me j'ai about risk, I quelques say idées it's, one là-dessus. side of a coin, the other side is Risque, c'est opportunity. un So côté as de la much as we situation et have to l'autre mitigate côté, the c'est risk, we also have to l'opportunité. be Il able to faut seize the opportunity. mitiger le When risque, we go mais into this saisir, mitigation, capitaliser there's sur many l'opportunité. different ways La that the risk mitigation can be de mitigated. You mentioned risque, free il y a trade agreements. plusieurs Those façons de provide le rulings faire. of Par law. exemple, les They règles de actually help with tariff libre-échange barriers. aident They may avec not les necessarily barrières eliminate the tariff tarifaires, barriers because some of them pas are not toutes les necessarily as barrières obvious, but it really tarifaires, starts to establish mais the rules of c'est un trade, which is début very pour helpful. établir And les we start to règles see de our government, our libre-échange. C'est utile. ambassadors, our former Notre ambassadors, gouvernement, and nos actually the ambassadeurs, actions that the nos government anciens has on ambassadeurs et le competing rôle relations to actually be critique able to trade with pour countries. les So relations you start entre to build it at gouvernements, le different commerce levels at the entre company pays level. et I often créer report to ça them au that niveau exporting is entreprise, not par for the exemple. faint of Et heart. je leur dis toujours, il It faut être means it's a courageux step pour change in business exporter. usually. It's not an C'est incremental un change. So they have changement to à un be gros financially niveau dans strong, une more particularly they entreprise. have to have a Il faut management être team fort that can du point de actually vue take on an export financier, plan. They can avoir actually une think équipe about what their de business model is, whether direction they qui want to peut partner, whether they envisager want leur modèle to have a d'affaires, des distributor, whether they want partenariats, to un be in market. So it distributeur, just comes with être some of the dans le basics in terms marché of business practices. lui-même, And then mais for de us at bonnes EDC, pratiques it's how can d'affaires. we Et actually help? pour How nous, can we help c'est finance that comment expansion? How aider can we le bring all of our financement market de cette intelligence croissance, to those de companies contribuer to help them notre identify which market is going to intelligence be sur le where, marché pour who are the partners that identifier can help them in les that market, marchés qui and vont at the very end of réussir. that, how can we actually Et à ensure la that they fin, will get comment paid for what they're going to assurer be qu'ils doing? vont être So it's a payés many faceted pour le commerce qu'ils font dans ce marché. experience, Alors, il y a one that plusieurs has composants huge dans cette gains and one that needs expérience to be very et il y a thoughtful de as you go gros into it. So bénéfices, mais il faut everybody has to réfléchir play in this avant playing field. The d'agir. demand Il is faut there. que tout Our le monde domestic market will participe. La not demande support est all là. Canadian Notre companies. marché That's why, as intérieur much as it's an ne va pas opportunity, it's actually an imperative financer today. les Today we entreprises look at the Canadian canadiennes. consumer. We Nous see regardons les high inflation, consommateurs we au see niveau high interest du rates, Canada. Nous avons de notwithstanding the amount l'inflation, des of taux pent-up d'intérêt demand that en we felt would be augmentation coming out through the et stimulus la packages. I demande think there's a different après sentiment today. les So for enveloppes companies de that don't stimulus. embrace Et this s'il y a des exporting, then sociétés they're actually qui ne doing veulent a pas reducing participer à of the domestic market l'exportation, at home.
leur marché intérieur va être en décroissance. Alors, c'est impératif pour assumer ces risques. Est-ce qu'il y a des risques de perdre des parts de marché? Oui, comme Goldie avait dit, il y a des groupes en émergence et je crois que la mondialisation va continuer. Je ne crois pas que cela va disparaître, mais cela va changer. Mais il y aura des flux intégrés et il faut être participer à ces groupes, ou les flux, excusez-moi, 5 ou 6, la diversification, c'est critique. Et je veux souligner quelque chose que vous avez dit. Il ne faut pas essayer de diriger les entreprises. Par exemple, attention à la commerce en Chine. On ne va pas dire cela parce qu'on a besoin de la Chine. Alors, il faut faire attention à ce qu'on dit aux entreprises, nous préparer à leur réaction si on essaie de les diriger. Il faut penser à la diversification. Comme Michael avait dit, on avait une bonne analyse dans le Conseil de croissance, le Growth Council, et que dans les pays que pour nous, le Canada, l'impression du Canada, c'est que nous ne sommes pas un pays avec une vision globale, mondiale. La Nouvelle-Zélande avait le même problème en Asie, mais ils avaient un partenariat entre les industries et le gouvernement pour encourager les entreprises d'avoir ces capacités de mondialisation. Côté gouvernement, voici ce qui est critique. Si on veut soutenir notre industrie agroalimentaire, agriculture en général, il faut faire attention à ce commerce gouvernement-gouvernement, mais il faut avoir de bonnes relations avec, par exemple, la douane dans les villes, la personne qui dirige la douane dans les villes précises en Chine, Indonésie, en Inde. Il faut prendre une approche granulaire, une approche précise, pas une approche globale, et soutenir l'infrastructure. Cela doit être aligné, avoir une bonne impression de ce qui arrive. C'est pas que nous ne voulons pas le faire, c'est qu'il y a probablement des problèmes, des frais de douane, des frais de port. Je crois qu'on va voir plus de cette situation. Il faut avoir des personnes qui sont dans ces lieux clés, ces sites clés, et il faut avoir cette relation avant que les problèmes surgissent, parce qu'après cela, rien va arriver. Je veux souligner ce que Dominique avait dit sur la mondialisation. Cela ne va pas disparaître. Et quand nous sommes dans des périodes d'instabilité, de défis économiques, tout le monde indique la mondialisation. Et la mondialisation ne va pas disparaître et nos chaînes d'approvisionnement intégrées sont difficiles de diviser en parties. Cela a pris des années pour créer ces chaînes. Est-ce que ces chaînes vont changer, transformer, par exemple, prendre une approche régionale, commerce dans la région? La réponse est probablement oui, mais nous pouvons voir les sociétés, les entreprises canadiennes qui participent dans la situation commerciale dans ces régions. Et l'autre mot, terme acronyme, c'est ESG, environnement, durabilité, par exemple. Et c'est le moteur de ce genre de commerce parce que les clients ont des soucis environnementaux et ils veulent être plus près des entreprises pour comprendre avec qui ils peuvent créer des liens, de bien comprendre leurs relations de commerce.
On va peut-être avoir plus de commerce dans ces régions, mais c'est toujours very au much. niveau We have a few mondial. minutes for questions Merci, from merci. people. On a quelques minutes pour les questions de notre Can you public. please introduce yourself? Vous pouvez vous Hi, présenter. Pierre Patel, Crop Life Canada. Pierre Patel, CropLife Dominic, Canada. we sat on a panel 6 years ago Dominique, talking about your nous avons report, and one of the things participé we unpacked à un was the panel difficult il y a 6 regulatory ans environment and how et on a that can discuté actually impede l'environnement or réglementaire et accelerate cela some of the peut growth être targets you had. une I barrière can say with ou un confidence that since that encouragement. panel, things have gotten Et worse on the regulatory depuis side for cela, je sugar crois que la it's not lasted well for situation est farmers. devenue pire côté And there are examples réglementaire. of Canadian Et companies il y a des exemples moving des their entreprises business and growth canadiennes targets to the US qui and ont Australia. déménagé aux What États-Unis, en this is the million Australie. dollar question, but Alors voici what is it la going to take question to get this critique. government to Qu'est-ce qu'il faut move faire pour que agriculture and ce actually set regulatory gouvernement policies that enable établisse that des investment in politiques stage two to get to the réglementaires targets that pour you permettre à years cet ago? investissement? Bonne question. Oui, on n'a pas besoin de plus de mots de recommandation. C'est la mise en œuvre, le grand défi. Et oui, je me rappelle de ce moment, le côté réglementaire. Oui, le temps qu'il faut pour accomplir ces choses. Je crois qu'il faut normaliser, standardiser la période de temps parce que c'est cher pour les entreprises. Par exemple, pour avoir un permis, pour faire quelque chose, cela a un impact économique énorme. Alors, je crois que ce côté administratif, il faut comparer ce que nous faisons aux autres pays. Et dans ce rapport, je crois que Rwanda était 100 fois plus rapide et la qualité était bonne, mais ils gardaient en tête le concept du vitesse. Alors, je crois qu'il faut se donner des cibles parce que j'ai entendu beaucoup de personnes qui disent ce que vous dites. CJ Noble, Association des éleveurs de bovins. Et je voudrais discuter la pénurie de travailleuses-travailleurs dans le transport ou comment surmonter cette pénurie de travailleuses-travailleurs. Une des choses qu'on avait identifiées, c'était ce problème de la pénurie des travailleuses-travailleurs. L'intégration, par exemple, c'est peut-être une solution. Je n'avais pas envisagé la situation que vous mentionnez, mais par exemple, la production de champignons. Mais c'est bien payé, c'est un travail bien payé avec beaucoup d'opportunités et je crois qu'il faut regarder quelle est la différence entre la main-d'œuvre qu'il faut et la main-d'œuvre que nous avons et où est-ce que nous allons trouver ces personnes au Canada, ailleurs. Voici une autre chose. Et je parle beaucoup de l'Australie. Ils avaient un système d'immigration qui était très ouvert, mais maintenant c'est très fermé et ils souffrent parce qu'ils ont une grande pénurie de main-d'œuvre et ils essaient de faire des changements pour attirer des travailleurs ailleurs, en dehors de l'Australie. Ce n'est pas une réponse très précise, mais je crois qu'il faut analyser l'écart. Ou je ne sais pas si c'est un problème de paiement, de salaire, parce que parfois on parle d'une catégorie de main-d'œuvre, les gens qui ont l'impression je ne veux pas faire ce travail, mais le travail est assez intéressant. OK, je vais ajouter deux choses. J'ajouterai un autre concept qui est la mécanisation. Je crois que nous envisageons la main-d'œuvre comme la solution à tous nos problèmes.
Et je ne sais pas, il y a 3, 4 mois, la main-d'œuvre était leur grand souci. Mais si nous n'avons pas d'industrie mécanisée, et ici je veux dire la mécanisation de base, pas des robots qui nous parlent, mais il y a tellement à faire côté mécanisation et dans les secteurs et les industries. Alors, j'espère dans l'agriculture, on va beaucoup changer nos pratiques. Et nous avons une mentalité figée sur l'exportation. Et je veux poser des questions là-dessus. Par exemple, l'exportation des services. Mais nous soutenons des entreprises qui créent des établissements et qui travaillent dans les pays en voie de développement pour approvisionner leurs clients, parce que nous croyons que si nous pouvons voir la croissance d'une entreprise canadienne, mais c'est peut-être impossible de remplir à cette demande à l'intérieur du Canada. Par exemple, l'approvisionnement du Japon par rapport à la ville de Tokyo. Mais c'est ce qu'on voit, ils ne peuvent pas changer peu à peu. C'est un grand changement. Alors, cette grande transition, c'est peut-être impossible à l'intérieur du Canada. Il faut permettre à ces entreprises canadiennes d'avoir accès à ces possibilités avec une variété, une grande gamme de ressources. Alors, on appelle ça l'investissement direct à l'étranger. Et cela fait beaucoup pour les clients à l'intérieur du pays et pour le développement de ces autres pays. David? Bonjour à toutes et à tous. Alors, la question de Marc. Je suis David McGuinness. Je représente une coalition de 125 partenaires pour l'index de durabilité agroalimentaire au Canada. Et en fait, c'est en réponse à une idée que vous avez lancée, c'est de promouvoir les marques canadiennes agroalimentaires. Et nous sommes en train d'encadrer cette situation. Comment mesurer la durabilité, environnement, sécurité alimentaire, société? Alors, comment est-ce qu'on tire le bénéfice de cela au niveau national, international? Il y a des autres pays qui font déjà ça. L'Irlande est en premier et au Canada, on a fait des progrès et je crois qu'on va dépasser ces autres pays. Cela représente une opportunité concurrentielle pour nous. Quand on analyse la durabilité, comment est-ce qu'on exploite cela du point de vue stratégique? Comment est-ce que nous pouvons influencer ces normes au niveau mondial ou influencer les politiques environnementales? Et pour nous, si les termes, les conditions de commerce sont en notre faveur, c'est peut-être un double approche. OK, vous pouvez une brève réponse. Oui, je suis complètement d'accord. Oui, c'est très logique ce que vous avez dit. Il faut être plus précis sur ces facteurs santé, durabilité et je crois côté réglementaire, il y a beaucoup de travail à faire pour travailler rapidement et d'une façon efficace. Oui, je crois qu'il faut être honnête sur les indices de durabilité et les côtés, les bons et les mauvais côtés. Par exemple, le greenwashing, c'est un désastre pour le Canada. On a beaucoup d'avantages ici pour les indices
par exemple, nos produits primaires qu'on utilise pour transformer les produits et tout le cycle de vie de ces produits. Mais il faut être clair, il faut être honnête, parce que sinon on n'aura pas de crédibilité en tant que pays. On a de la chance d'avoir beaucoup d'institutions basées ici, par exemple des organisations de durabilité. Ils ont des bureaux au Canada et à Francfort et je crois qu'il faut tirer le bénéfice de ça. Thank you. Again, OK. Luc Diesel with the Luc University of Ottawa. Diesel, So I really Université like what was said about d'Ottawa. building a national brand. However, when J'apprécie we think of beaucoup Canada internationally, vos our neighbors commentaires au think sujet de mostly of our notre neighbors to marque the south. nationale, So do mais you nous think that avons one nos of the first steps voisins that we need au to take sud. to Est-ce que build la a distinctive première étape Canadian brand pour is to créer cette differentiate marque ourselves ne serait pas de nous from the American image as différencier far as de product l'image diversity goes, des États-Unis, par exemple la sustainability, air diversité des quality? produits, la durabilité, la qualité? Oui, je dirais qu'il faut s'identifier et pas avoir une identité séparée des États-Unis. Il faut trouver notre propre identité commerciale. Je ne suis pas spécialiste des marques, mais le concept de haute qualité, la meilleure qualité du monde, bonne pour la santé et vous pouvez avoir confiance dans les produits canadiens. Alors, c'est haut de gamme et les Américains ont cela également. Alors, pourquoi Tim Hortons? Pourquoi est-ce qu'on a plus confiance en Tim Hortons que Starbucks? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Si vous regardez au niveau produit, cela va être différent. Mais ce qu'il faut faire, c'est pour ce groupe de consommateurs, c'est la clé. Il faut comprendre ce groupe de consommateurs, de clients et notre proposition de valeur. Et nos concurrences, c'est les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie. Et pour moi, je voudrais dire, c'est pas le Canada contre les États-Unis, mais il faut penser aux clients, aux consommateurs et comment Yeah, and nous I think we do the différencier. consumer a misjustice Oui, when we et assume that je they crois can't qu'on make that distinction. maltraite nos clients si on I don't pense think that's the qu'ils ne case. I peuvent think pas faire consumers cette actually, with distinction. social media, etc., can make the distinction between the US and Canada. What we need to focus on is Ce qu'il faut competitiveness of faire, Canada c'est versus the la US. Because at concurrence the end of the day, the de consumer will make the l'environnement choice. concurrentiel But entre if the le Canada Canadian et product les is États-Unis. 2x times the Mais price or si 3x le times the coût price du of a produit US product, canadien est deux well, then fois, it's going to trois be a different fois le question for coût the du consumer. produit I américain, wouldn't c'est place une brand question with différente competitiveness. pour le client. Alors, je You know, crois qu'il ne there's faut pas I when you're confondre listening client to et You will? marque. OK, Please join me in thanking the panel. merci. On remercie les panélistes As well as the Canadian Canola Growers Association for et supporting the discussion. l'Association des producteurs de canola de Canada. 3 minutes et la prochaine présentation. Merci. Just take your lanyard off, Ambassador, so it doesn't rub. That's what I'm here for. If you two wanted to, you can take one of the two chairs in the middle, the two of you, and I'll put the ambassador here and Catherine on the end. Okay. Well, go ahead. Yeah, sure.
Okay, everyone, thank you very much. So we are going to jump OK, right into merci our tout le next panel monde. discussion on food On va security passer à and notre food security. prochain Let me panel start sur by la sécurité et announcing, and insécurité introducing our alimentaire. panelists who have helpfully arranged themselves in the order I was going to introduce them Alors, anyway. Starting with our je vais moderator, présenter Catherine Collin. tout d'abord She's the notre host of modératrice. CBC's Elle est award-winning political program, The House, en fait on CBC animatrice Radio au and programme CBC The Listen. House, You programme listen on primé Saturday mornings on sur CBC CBC Radio Radio et and CBC podcast at Listen. any Vous time. pouvez d'ailleurs écouter Next to son her, Dr. balado Andrew Powell, à has been n'importe based in quand. Singapore Ensuite, for over 30 Andrew years and is the Powell, CEO of basé à Asia Singapour, Biobusiness et il est chef de la Limited. direction de He's Asia worked as a Bio consultant Business. since 1995, Il travaille à titre de primarily consultant focusing depuis on development of 1995, food surtout sector. dans les Projects secteurs include agri-food sector policy, de l'agriculture food et security, agroalimentaire. ag-tech, and food tech, and the management Et il of a open travaillé innovation notamment systems. sur des Next to him systèmes is Dick d'innovation Fadden, who is the National ouverte Security and et la Intelligence Advisor technologie to both en Prime Minister agroalimentaire. Harper Lee and Ensuite, Trudeau. M. Prior Richard to that, he was Fadden, Deputy ancien conseiller du Minister of Premier ministre du National Canada en Defense, matière de sécurité and also served nationale. as Il the a Director été of aussi the sous-ministre de la Canadian Défense Security and nationale. Intelligence Service, and Il a fait leadership partie du team member of service the Global d'intelligence Affairs Institute's canadienne. Advisory Council. And last but not Enfin, least, next to me, Ambassador Michelle Mireya, Monsieur l'ambassadeur Ambassador of Michel France to Miraillet, Canada. Prior to ambassadeur de becoming la ambassador France to Canada, he auprès was the du Director General for Canada. Global Auparavant, il Affairs était of the directeur French Ministry of Foreign général Affairs des and affaires the G7 mondiales G20 pour la Sous-Sherpa. France He's also previously et le served as the sous-sherpa pour le ambassador to G7, Brazil and to the United G20. Arab Emirates. Il a été aussi ambassadeur au Brésil et aux États Émirats arabes. Bon, voilà, alors, avant de plonger, je veux tous vous dire que quand j'ai commencé en 2014 à la colline parlementaire, j'ai passé beaucoup de temps à avoir un micro ici, à avoir monsieur, en fait, en particulier, monsieur Powell. Donc, j'avais longtemps voulu travailler avec lui. Oh, désolé, on a échappé un micro. Thank you. I think you can. It starts with drama. Wonderful. Quelle entrée en matière. Bon, OK. I'm going to put it on the table here. So, Richard, when we look Alors, at these, Richard, we look at the issue of food lorsqu'on se insecurity and penche security, sur les enjeux de sécurité I et mean, I insécurité didn't look at alimentaire, statistics about this. It didn't talk about the relationship, bon, how toutes one les begets sources the que j'ai other, right? We see that consultées there is, conflict montrent à quel and point il y leads to a hunger. We see des that there's conflits hunger qui and mènent à la conflict, faim you know, et la this faim mène au has been conflit. true C'est for a quelque very long chose qui time. est When you look vrai at the depuis globe right longtemps. now, where do you see Lorsque an vous emphasis, this regardez le relationship monde en ce between moment, food insecurity où and voyez-vous security? cette Do you think relation it's particularly entre relevant l'insécurité et la in Canada? sécurité dans le domaine qui est pertinent au Canada? Eh bien, je vais commencer par prendre 30 secondes parce que je pense que tout le monde ici ne pense pas à la sécurité nationale, mais elle comporte deux composantes, ce qui se passe ici et ce qui se passe ailleurs. Les deux sont également importantes et on tend parfois à oublier ça. Et comme Goldie en a parlé, la sécurité économique et militaire ne sont pas la même chose, mais sont très fortement affiliées. Ce qui m'inquiète, c'est la relation entre l'eau, la nourriture et les changements climatiques. On tend à oublier qu'il y a beaucoup de pays où les gens meurent de faim. Et s'il y a suffisamment de gens dans un pays qui se meurent de faim, il y a des enjeux. Les gens veulent partir. Et au final, ils traversent des frontières là où ils ne seraient pas supposés de le faire et tout ça. Donc, il y a beaucoup d'agitation, de troubles liés à ça. Donc, on voit ceci notamment en Afrique, mais c'est tout aussi important de considérer l'importance des chaînes d'approvisionnement alimentaire mondiales. Réfléchissons à ce qui s'est passé
ou ce qui se passerait si une chaîne se ferme complètement pendant 2 mois. Aussi, une infrastructure critique au Canada, si elle venait à être en panne, eh bien, je crois que la plupart d'entre vous ne portez pas attention à ça, hein. On a une crise, on la résout, et voilà. Il n'y a personne qui a un plan B pour ce genre de choses. Et c'est pas seulement l'insécurité, il y a beaucoup de méchants en passant. Il y a des groupes terroristes, il y a des États, il y a des groupes criminels qui pourraient facilement, s'ils le voulaient, et ça arrive parfois, interrompre l'accès à la nourriture ou à l'eau. Donc, si on regarde au monde généralement ce qui se passe sur la planète et à l'insécurité géopolitique, je pense qu'on pourrait sélectionner n'importe quelle région, hein. Pensez à l'Amérique centrale. Beaucoup d'insécurité, mais ils ont aussi de la difficulté à se nourrir de manière sécuritaire. Voilà, je vais m'en venir à ça. Oui, c'est un excellent point, hein. Le contexte compte pour beaucoup, vous le savez sans doute. Depuis 20 ans, ça allait bien dans notre combat contre la faim, mais depuis 2015, les choses ne vont plus très bien. 345 millions de personnes, je pense que c'est incompréhensible, hein? 345 millions de personnes sont en insécurité alimentaire. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je dirais, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit auparavant. Ce que l'on voit, c'est cette question de sécurité alimentaire, elle est au premier plan de la déstabilisation de l'Afrique. L'Afrique n'est pas la principale cible de la diplomatie canadienne. Je dirais même qu'on attend encore le Canada en Afrique, pour être un peu provocateur. Et maintenant, avec la situation de sécurité alimentaire, on voit que l'Afrique centrale, le RDC, le Soudan, tout ça, la situation se détériore. Et c'est ce qui nous pousse à aller se tourner vers d'autres choses, donc avoir une feuille de route, en gros, pour solidifier les choses en vue de la prochaine décennie. Il y a énormément de choses en cause par rapport à la sécurité alimentaire. Maintenant, en parallèle, l'Afrique n'est pas le seul endroit. Hein, la situation du Yémen est absolument horrible et personne n'y fait quoi que ce soit, sauf un instrument dont on devrait être fier. C'est une bonne chose de rire un peu des inefficiences des Nations unies, mais elle a ses bons côtés, dont le Programme alimentaire mondial. J'aimerais vraiment les mettre sur la sellette parce qu'ils font un travail fantastique. Et le Canada, bien sûr, finance le Programme alimentaire mondial, mais il faut faire plus. On peut financer, oui, mais il y a d'autres choses à faire pour notre avenir, pour le développement durable de l'agriculture dans ce qui est dans l'hémisphère sud. Donc, le lien entre l'insécurité par rapport à l'eau, par rapport à la nourriture, tous les ingrédients sont là pour multiplier les zones d'instabilité en Afrique. On l'a mentionné aussi, l'Amérique centrale, et même chose pour le Moyen-Orient. Ça s'applique même en Asie centrale. Regardez à la situation en Afghanistan en ce moment. Regardez au Pakistan. On a tous les ingrédients pour que fomente un conflit. Oui, maintenant j'aimerais me tourner vers notre autre invité. De quoi on parle en fait quand on parle d'insécurité alimentaire? Eh bien, j'aimerais ajouter à ce qui a été dit. Il y a 4 dimensions. La disponibilité, l'accès physique, l'accès économique et l'usage. La disponibilité, c'est en gros faire pousser les cultures. L'accès physique, c'est le commerce. L'accès économique, c'est le PIB par capita.
les systèmes qui permettent aux gens d'acheter de la nourriture. Ensuite, l'utilisation, c'est les déchets, l'authenticité des produits. Donc, on le sait, la sécurité alimentaire, c'est complexe. Je m'intéresse, peut-être, on pourra en parler notamment de l'Extrême-Orient tout à l'heure, parce que je pense qu'il y a vraiment des enjeux là. On n'a aussi pas encore vu l'ampleur des choses, des dissensions en Afrique. Il y a des choses qui se passent en Malaisie par rapport au prix du sucre. Et il y a une contribution aussi du côté du Myanmar, du Bangladesh. Bon, on pourra en parler un peu plus, donc, de l'Asie du Sud-Est, mais vraiment beaucoup de défis. Oui, alors, dans ces 4 aspects, bien sûr, il faut se pencher sur les 4, mais est-ce qu'il y en a un en particulier qui mérite davantage notre attention? Je pense que ça varie selon le pays. On a fait des études là-dessus. Les pays producteurs de riz dans l'Asie orientale, bon, leur sécurité alimentaire est très liée au riz. Mais il n'y a pas de sécurité nutritionnelle. Le riz, c'est pas très bon, c'est pas très nutritif. Donc, si on peut produire tout notre riz, ils se disent tout va bien. Mais côté commercial, c'est très risqué. Et on l'a observé au Vietnam, en Thaïlande, aux Philippines. D'autres pays comme le Singapour, ça c'est assez unique. On importe 90% de notre nourriture. On essaie de changer la donne d'ici 2030, d'amener ça à 30%, donc de dépendance à l'interne. Donc ça varie énormément. En Indonésie, il y a vraiment un défi par rapport à l'apport de blé qui venait d'Ukraine. Ils aiment beaucoup leurs nouilles et c'était l'Ukraine qui était productrice de blé pour eux. Donc, ça varie vraiment d'une région à l'autre. Mais il y a définitivement des préoccupations concernant la sécurité alimentaire dans beaucoup de pays. La Thaïlande, il y a beaucoup de carences en acide folique, en zinc, donc vraiment une insécurité nutritionnelle majeure. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film The Shoes and the Fisherman. C'est un cardinal ukrainien qui devient pape, et il y a la Chine donc, qui est en pénurie et qui se préparait à faire l'invasion de pays environnants et la Russie qui les aide. Donc, il y a beaucoup d'empereurs en Chine qui ont perdu leur mandat divin parce qu'ils ne pouvaient pas nourrir le peuple. J'en parle parce que ça s'applique encore aujourd'hui. Pensez à l'Égypte. La nourriture est financée là-bas. S'ils ne nourrissent pas le peuple, ils vont se révolter. Le Moyen-Orient est généralement instable. On a parlé de la Somalie et du Yémen. Ils ne pourraient pas se nourrir pour tout le thé de la Chine d'ici 10-15 ans. Donc, il y a une responsabilité pour les pays comme le Canada à contribuer au programme des Nations unies, entre autres, parce qu'au final, je dirais, quelqu'un qui s'appelait Maslow, et ses besoins fondamentaux. Donc, si vous ne pouvez pas vous nourrir et s'il y a suffisamment de gens qui ont de la difficulté à se nourrir et il y a un esprit de groupe, eh bien, il y a des gens qui vont traverser les frontières illégalement. Et si on le fait souvent, ça c'est une révolution. Le gouvernement se fâche, commence à tirer sur les gens et on a un enjeu de défense ici. Il y a beaucoup de régions du monde où on n'a pas donc cette sécurité. Il y a au moins 2 puissances nucléaires, la Corée du Nord et le Pakistan, qui ont beaucoup de difficultés à nourrir leurs gens. Ils ne sont pas les personnes les plus stables sur la planète. Donc, imaginez que tout à coup, ils disent, bon, on n'arrive pas à se nourrir, il faut faire quelque chose.
et ils commencent à menacer d'utiliser l'arme nucléaire. C'est pas impossible. Pas nécessairement qu'ils vont utiliser l'arme nucléaire, mais ils vont nous menacer de le faire. Et les ambassadeurs vont avoir beaucoup de pain sur la planche. Oui, et je veux passer aux solutions, Monsieur l'ambassadeur, très bientôt. Vous avez parlé de la survie de cet impératif, mais dans ce scénario que vous venez d'évoquer, où se situe le Canada? Est-ce que c'est quelque chose qu'on regarde à titre d'observateur ou est-ce qu'on essaie de colmater les fuites? Je pense qu'on n'y pense pas assez, en fait. Il y a, je pense, 3 choses qu'on peut faire. Premièrement, notre aide humanitaire. Nos budgets n'ont pas vraiment varié dernièrement. Notre tendance, c'est d'écrire des chèques voilà, à des institutions comme le Programme alimentaire mondial. Ça, c'est rien de mauvais, au contraire. Mais si on regarde dans l'ensemble des politiques, et je ne parle pas du gouvernement Trudeau en particulier, les derniers gouvernements ont fait les mêmes choses. Lorsqu'il y a vraiment une crise, on intervient, mais après, on s'en va. Hein, il y a un adage qui dit on peut enseigner à quelqu'un à pêcher versus lui donner du poisson. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui se produit. On donne du poisson, mais on n'apprend pas à pêcher aux gens. Du côté commercial et économique, il y a des gens qui sont mieux équipés que moi pour répondre, mais je pense que ça fait partie de nos politiques d'encourager activement, parfois avec l'aide du gouvernement, parfois pas, donc le transport de la nourriture. Et je pense qu'il y a aussi les diplomates qui ont un rôle à jouer pour essayer d'aiguiller les entités, pour encourager le commerce, aider, en fait favoriser la coopération, notamment avec certains pays asiatiques pour le transport de nourriture. Oui, M. Miraillet, autre chose là-dessus? Oui, tout à fait. Je suis très d'accord. Il y a quand même un point que j'ajouterais dans le paysage ici de l'insécurité alimentaire. Les choses changent, en fait. On a vu l'Éthiopie, l'Éthiopie importe 50% de son blé. On a parlé de l'Égypte déjà, mais il y a un autre pays, le Liban. Ce pays du Moyen-Orient dépend à 100% du programme alimentaire mondial. Imaginez le désastre, la catastrophe qui nous attend. Et donc, je pense qu'il faut vraiment s'y pencher. La crise ukrainienne, l'invasion russe, ça vient donner un éclairage sur une situation à laquelle les gens, en fait, n'accordent pas beaucoup d'attention. La plupart des pays d'Afrique qui ont des économies développées dépendent jusqu'à 80% du blé ukrainien. Et comme on l'a mentionné, pour nous, pour les Européens, ce qui se passe est énorme. Le modèle égyptien, on sait ce qui se passe avec la révolution verte, ce qui s'est passé il y a quelques années. Et il y a 2 ans même, on a vu des problèmes en Tunisie notamment. Donc, il faut prendre conscience que c'est un paysage en évolution. Il y a une détérioration année après année. Bien, portons-nous maintenant sur les solutions, parce que le portrait global est alarmant, effectivement. Donc, parlons de la mission de la résilience alimentaire menée par la France. Comment vous penchez-vous et faites-vous face à ces défis? Eh bien, l'initiative prise en mars 2022, bon,
Ce n'est pas la solution, ce n'est pas une panacée, désolé de vous le dire. Mais je suis un diplomate français et il faut être plus modeste par rapport à ça. Ce qu'on tente ici de mettre sur la table, c'était plutôt une feuille de route pour regarder une situation à court terme. La situation rendait le transport de nourriture difficile dans certains pays qui en avaient besoin. Et de nouveau, la situation n'a pas commencé avec la crise ukrainienne. Non, ça n'a fait qu'accélérer les choses. Mais on sait que, par exemple, le sud du Madagascar a faim. Au Madagascar, imaginez. Ce sont des situations... bon, tout le monde connaît la situation au Soudan, en Éthiopie, mais personne n'est au courant de ce qui se passe en République centrafricaine, par exemple. Donc, il faut concevoir un genre de cadre avec 3 piliers. On veut voir le transport, la livraison de nourriture pour prévenir certains comportements. Il faut garder en tête que dans certains pays, comme la Chine, on essaie d'accumuler de l'inventaire. Il y a d'autres pays où il faut se battre les uns contre les autres, comme en Inde, pour faire exporter du blé. Donc, les 3 piliers. Le premier, c'est celui sur lequel on s'est penché comment dire, pour maintenir la stabilité, la transparence dans nos marchés ou l'agroalimentaire. Donc, les inventaires, les prix. Au G7 précédent, on a créé une plateforme, AMIS, qui devait donc accueillir des données sur la production. L'Inde et la Chine n'y participent pas, donc déjà, ça indique qu'il y a beaucoup de travail à faire. Le deuxième pilier, comment améliorer la solidarité avec certains pays. Et troisièmement, investir dans la production locale pour augmenter la résilience des systèmes alimentaires. La solution n'est pas canadienne ni états-unienne. Si vous avez un problème, on ne peut pas envoyer des millions de tonnes de blé. L'idée, c'est de bâtir une situation, une infrastructure durable. C'est exactement ce qu'on a fait avec l'initiative Green World en Afrique. Ça a transformé l'économie de ces pays africains. On se bat contre un danger de voir énormément de soya ou de blé qui vient des grands producteurs comme le Brésil et qui efface les capacités locales. Il faut rebâtir une agriculture et une économie locale. Donc, ce sont les 3 piliers. Au pilier 1, en juin 2022, avec l'OMC, on a mis en place une entente pour empêcher les embargos sur les produits alimentaires. C'était tout à fait réussi. Maintenant, par rapport à la solidarité, je pense qu'on a déjà évoqué ça. Il y a des exercices là-dessus dans les pays alliés pour attirer l'attention du secteur privé, de leur dire qu'ils peuvent agir donc sur la base d'appels à propositions de la part du Programme alimentaire mondial. Donc, on attend en fait ces normes pour savoir comment certaines compagnies comme Total ou des compagnies
de transbordement peuvent en faire leur travail aussi. Et ensuite, le troisième, on travaille avec IFAD. On essaie de transformer les choses pays par pays. Il s'agit d'une politique de longue date. Et c'est là que, par exemple, l'industrie canadienne peut entrer en jeu et développer des cultures, par exemple, pour certaines situations. Donc, c'est seulement une feuille de route. D'accord. Je veux maintenant qu'on parle un peu de solutions. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'industrie ici et on a parlé de certaines histoires à succès. Donc, est-ce que ces solutions nous viennent de la classe politique ou plutôt du secteur privé? Je pense que c'est très important que tout le monde travaille ensemble. La sécurité alimentaire est un problème complexe, multisectoriel, à parties prenantes multiples pour sa solution et c'est difficile. L'une des multinationales a demandé à mon entreprise de développer un programme il y a à peu près 3 ans et on a travaillé au nom de la multinationale pour créer un groupe d'intervenants. On avait le Stockholm Environmental Institute, Holland, une grande entreprise commerciale. Et tous ceux avec lesquels je parlais voulaient beaucoup participer à cette initiative. On était un centre d'excellence. Et plus tard, on a vu les problèmes qui se développaient. Les gens avec lesquels on a parlé à la multinationale voulaient procéder, mais les avocats, la multinationale, ont commencé à établir des exigences par rapport à toutes les parties prenantes qui étaient autour de la table. C'est devenu de plus en plus problématique et les gouvernements disaient, bon, on ne peut pas signer un accord avec une multinationale de ce genre, ou les ONG disaient qu'elles ne voulaient pas signer avec une multinationale, d'autres disaient, ben, vous êtes accoutumés à avoir affaire avec une multinationale et c'est ce dont vous parlez, monsieur l'ambassadeur. Je pense que c'est peut-être une initiative d'un pays qui pourrait rassembler les choses, les gens et non pas l'industrie. Parce que cela doit être très, très frustrant. Hein? Oh là là, vous pouvez le répéter parce qu'on avait tous les gens autour de la table et de ce qui s'est agi, c'était un moyen d'obtenir de la technologie. On en voulait de la technologie canadienne au sud-est de l'Asie. On voulait peaufiner la technologie parce que les grandes solutions agricoles ne vont pas fonctionner trop bien dans mon côté du monde. On a des agriculteurs avec 2 hectares ou moins, mais on en a 3 millions. Donc, si on peut trouver des solutions pour ce genre de gens, on peut faire de l'argent. On ne va pas parler de millions de chaque agriculteur, mais quelques dollars, ça et là, ben là, on commence à faire de l'argent. Ce fut très frustrant, mais il existe des occasions si on peut organiser l'état d'esprit autour de ce défi et faire que les gens travaillent ensemble. Et vous dites que fondamentalement, cela va devoir venir de la part des gouvernements plutôt. Oui, et non pas des multinationales, parce que les multinationales ont de très bonnes intentions et on travaille probablement avec les 4 ou 5 principales le long des années. Et ce fut super intéressant parce que tout le monde voulait participer, toutes sortes de différents secteurs. Ils ont vu qu'il ne s'agit pas d'un seul secteur qui le contrôlait. Le département d'agriculture de l'Australie voulait participer. Je veux ajouter une idée. Je pense qu'on a 2 enjeux ici. Moi, je suis un avocat, donc je peux le dire. Je pense qu'on a des barrières au progrès de la part des avocats. Les avocats sont quelque chose de bon, mais on est arrivé à un point où on ne peut pas avoir un accord entre une entreprise et un groupe sous-national sans
qu'un des cabinets d'avocats les plus grands du monde ne travaille 6 ou 7 ans à un document de centaines de pages dont on a besoin. Donc, je pense que dans beaucoup de domaines, on donne trop d'attention aux avocats. Et l'autre chose que je voulais dire et que je pense que l'un des grands problèmes par rapport à ce que le Canada peut faire est que nous sommes très mauvais à regarder les choses à mi et long terme, non seulement dans ce domaine, mais en général. Les démocraties en général ont ce problème parce qu'il existe un processus d'élection, etc. Mais je pense qu'on est très mauvais à cela. Et je ne sais pas quelle en est la solution. Si l'on analyse ce que nos gouvernements ont fait pendant la dernière décennie, c'est qu'ils regardent le problème du jour ou peut-être de la semaine. Et les problèmes dont on parle nécessitent 10 ou 15 ans de planification. Et je ne pense pas que le gouvernement du Canada ait beaucoup de plans de ce genre. Et un exemple de cela, est-ce que j'allégerais que l'un des grands enjeux de politique pour le Canada pendant les 10 prochaines années sera comment on va réagir à la demande des États-Unis de faire une diversion importante de quantité d'eau. La rivière Fraser n'est pas ce qu'elle était, mais à un certain point, cela aura la capacité de faire que les États-Unis puissent créer des aliments et cela aura une incidence sur nous aussi. Et je parie avec vous que pas beaucoup de gens, ni de groupes de réflexion, ni le gouvernement sont en train de penser à cela. Et si on faisait de la recherche, l'eau est devenue un enjeu important malgré les déluges des derniers jours, un enjeu important dans les États-Unis. Une grande partie des États-Unis et le seul lieu d'où ils vont l'obtenir, c'est de ce pays-ci et faire une diversion d'une grande quantité d'eau. Je ne dis pas qu'on ne doit pas le faire, mais il faut certainement pas attendre à ce qu'on nous le demande. Est-ce que cela va vouloir dire pour l'agriculture à travers le continent? Il faut penser davantage à long terme. Donc, vous pensez que c'est une nécessité qu'on ne va pas s'impliquer à ces enjeux que du point de vue gouvernemental quand on est à la porte d'une crise, ou est-ce que c'est une occasion économique qui donnera des incitatifs pour aborder cet enjeu au plus tôt possible? Ben, c'est une bonne question et je n'ai pas de réponse, excepté pour dire que si nous trouvons une façon de faire les choses, ça sera novateur parce qu'on n'est pas bon à le faire. Mais je pense que c'est un bon exemple d'un domaine où l'on peut avoir la société civile, le secteur privé, les gouvernements qui travailleraient ensemble et il faut quelqu'un qui veut bien dépenser du capital politique dans l'une des trois choses. Et dans ce pays, c'est difficile à faire à moins d'avoir un retour immédiat. C'est un problème pour les démocraties de partout. Mais notre capacité d'oublier ce qui se passe dans le monde est incroyable. L'ambassadeur vient de mentionner le Liban. C'est difficilement un État. Ils doivent apporter tous leurs aliments. Ils pourraient dégringoler dans quelques instants. Et dans toute la région, on pourrait avoir une explosion dans le Moyen-Orient qui aurait des implications non seulement côté aliments, mais pour beaucoup d'autres choses aussi. Je pense donc que les groupes de réflexion, les associations comme celles qui sont ici, mais aussi les entreprises, doivent passer, je pense, plus de temps à être inquiets par rapport au mi et au long terme. Après ma retraite, j'ai commencé à siéger à plusieurs conseils commerciaux. Très intéressant. La culture est fascinante. Il y en a qui sont encore fixés aujourd'hui avec le prochain trimestre et d'autres pensent aux 15 années suivantes. Et il faut que les gouvernements fassent de même. Penser aux 15 années suivantes avec les agences des Nations unies aussi qui sont meilleures à penser au long terme. On semble avoir des problèmes à l'opérationnaliser. Et Monsieur l'ambassadeur, avez-vous des idées concernant les défis? Je pense que c'est plus facile dans le contexte de cette conversation de comprendre l'immédiacité de la menace. Mais bien évidemment, quand on est dans la salle où les décisions sont prises, on a beaucoup d'inquiétudes concurrentielles. Alors, que pensez-vous au niveau politique? Comment cela correspond au schéma de priorité? Ça me Ou en dérange finir pas. avec Je peux le terrorisme intellectuel de l'anglais. OK. Je peux faire un petit peu de I can do a little translating too. Would that be helpful or vous allez I can switch OK, again to je peux faire un English peu de or try traduction to après. do it. Mais votre question est absolument fondamentale et ce que disait mon voisin est très très juste. Et aujourd'hui,
le He sentiment, likes my question. No. le, Continue. le- Continue. le sentiment qui est le nôtre est effectivement que cette situation impose de plus en plus de donner de plus en plus de poids aux conversations que nous avons dans un certain nombre d'enceintes, le G7, le G20. Et le G20 est de plus en plus fondamental. Et ce qui est bon de savoir, c'est que l'OCDE est aujourd'hui une forme de secrétariat du G20, avec effectivement des moyens de réflexion, des moyens d'analyse et d'études qui peuvent être fondamentaux. Moi, pendant 2 ans et demi, j'ai suivi tous ces dossiers du G7 et du G20 et j'ai toujours vu un accord très, très fort sur ces questions de suite de l'Ukraine, de fourniture, des lignes, des Solidarity Lanes de l'Union européenne pour exporter les productions ukrainiennes. Tout ça a très bien fonctionné. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de réflexion au G7 sur la situation dans 10 ans. Aujourd'hui, plus que jamais, on le voit, que ce soit sur la situation agricole mondiale, le besoin que ce soit sur la situation en Indo-Pacifique, nous avons besoin d'un certain nombre de canaux de concertation, qu'ils soient officiels G7, G20, qu'ils soient officieux à travers des tracks qu'on appelle 1.5 avec les centres de recherche. Et aujourd'hui, ce travail continue. Il n'y a rien de pire. Moi, j'ai fait du policy planning pendant 6 ans. J'ai fait des rapports, écrit des rapports, conduit des rapports sur le monde en 2025. Quand je les relis aujourd'hui, je sue à grosses gouttes. J'ai honte parce que le nombre de choses que nous n'avons pas vues. Mais ce travail de réflexion permanente est absolument indispensable à la conduite des affaires en matière de sécurité. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous abstenir de l'avis des think tanks indiens, des think tanks chinois quand ils veulent bien vous dire les choses, mais également de nouveaux acteurs que sont les Sud-Africains, par exemple, qui ne pensent pas du tout comme nous, des Européens, des Américains, des Latino-Américains. Et c'est cet effort-là que nous devons conduire au niveau étatique. Et ça veut dire que le track 1.5, ce sont aussi les entreprises. Et ça, elles tardent à venir dans ce type de dialogue. Je vais avoir des difficultés à vous suivre, mais vous avez parlé de l'importance du G7, du G20, d'un rapport que vous avez fait qui vous cause des chagrins quand vous le regardez en arrière, vous pensez à ce qui n'a pas été fait, l'importance de consulter amplement avec des entreprises, mais aussi avec d'autres parties du monde. Est-ce qu'il y a quelque chose d'essentiel que j'ai raté, Monsieur l'ambassadeur? Non. Mais je pense que cela a été beaucoup meilleur. Ça n'a pas été interprété. Je ne sais pas combien de gens ont d'écouteurs en salle. Mais fondamentalement, je me suppose que le défi qu'il y a dans les discussions politiques, c'est OK, on dit une meilleure réflexion, davantage d'implication de l'industrie privée, davantage de développement. Et je suppose qu'on reviendra aux questions, mais combien de patience ont les gens dans cette salle pour pouvoir arriver à la réflexion de laquelle vous pensez? Comment est-ce que cela pourrait avoir lieu? De quoi avons-nous besoin pour que le changement ait lieu? Il faut, dans un certain sens, de la magie pour changer l'état d'esprit canadien. On est trop confortable dans ce pays. Il faut regarder quel est le monde réel. Personne n'est intéressé dans ce pays par rapport à la situation en Afrique, excepté les gens de Rio Tinto et la minerie. La classe moyenne canadienne n'est pas intéressée à ce qui se passe en Asie centrale, c'est-à-dire c'est une question, c'est votre job. Je travaille très fort, mais je me demande si c'est une condamnation spécifique pour les Canadiens ou pour le monde occidental élargi. Bon, vous avez de différents niveaux, même après 4 mois dans ce pays merveilleux, je suis encore surpris par votre sentiment de confort, vous savez, dans ce lieu où vous avez le tout.
la neige, Tim electricity, Hortons. water. Tim Hortons. I mean, Ouais, Tim Hortons. Yeah, I don't want I to say think we that their better stay away from coffee that should be political landmine. prohibited by the Geneva Convention, but La really, Convention de I think Genève, tout that cela, is, mais I mean, the sense of comfort and vous avez this le country has been, confort I et mean, ce pays in the middle of two huge est au big milieu wars, but now seems to be in a kind of de comfort, deux which is in sense guerres, dangerous. mais on a un confort ici que And, je pense est well, dangereux. but this is just a very Mais personal impression. ceci n'est que Hard quelque chose de to très personnel, so c'est-à-dire when you're talking euh, about quand on food parle insecurity, de l'insécurité world alimentaire, instability, de we need to l'instabilité be more mondiale, present in Africa, il faut être plus definitely. présent en I mean, Afrique, sans Canada has doute. a C'est-à-dire le fantastic Canada image, I mean, of a une image country fantastique en tant que close to, I pays, mean, the right of individual rights. I mean, les droits de la but you personne. have to go and fix Il vous new faut relationships aller with et African créer de countries. nouvelles relations avec l'Union africaine, par exemple. Go, I mean, in Asia, I mean, the En Indo-Pacific Asie, par strategy is exemple, good news, la but stratégie after that, we have a pacifique est de plan. bonnes nouvelles. What you have to do. Mais We only have a few minutes left. bon, on n'a que quelques minutes. Andrew, après Richard et après le public. Si je puis ajouter quelques commentaires, je pense que le Canada a beaucoup à offrir, mais on ne va pas et on ne sort pas le vendre suffisamment. Pendant les 30 années que je passe en Asie, on a eu toutes sortes d'initiatives qui ont été annoncées par les gouvernements canadiens en Asie, mais cela n'a pas vraiment été soutenu. Et quand la nouvelle politique Indo-Pacifique s'est développée, on a dû avoir un effort et un engagement. On est en concurrence avec des joueurs majeurs, non seulement la France, les Européens, les Pays-Bas spécifiquement, l'Australie a des programmes incroyables au sud-est de l'Asie. Et il ne s'agit pas seulement du commerce. Ils font de la diplomatie économique, ils développent des accords de recherche. On a un bureau à Singapour. Fin des années 90, on avait Ressources naturelles Canada a développé un programme en Thaïlande. Eux, ils ont des programmes particuliers en Thaïlande et j'entends qu'ils commencent à parler à ressources naturelles d'autres programmes. À Saskatchewan, j'entends un problème au Bangladesh. On en a besoin davantage. La sécurité alimentaire est un grand problème complexe. Le commerce, formidable. Ne vous trompez pas, mais il y a d'autres choses auxquelles nous devons penser aussi. On a de belles technologies au Canada. Si on les traduit de la façon correcte, cela peut être pertinent dans le reste du monde et il existe des occasions. Richard? Je suis d'accord. Mais la stratégie Indo-Pacifique, je pense que c'est merveilleux de l'avoir. On aurait dû l'avoir. J'ai participé à une autre conférence organisée par l'ICAM l'autre jour. Il y a une section qui dit « Le Canada va prêter attention spéciale à 8 pays et à tous les pays de l'ASEAN. Nous sommes très mauvais dans ce pays à prioriser. Nous sommes épouvantablement mauvais à cela. Et j'entends Monsieur l'ambassadeur quand il dit qu'on devrait passer du temps en Afrique. Je suis d'accord, parce qu'on n'a pas d'histoire coloniale, on parle l'anglais, on parle le français. Il y a une raison pour le faire, mais on n'a pas la capacité d'avoir une politique à échelle mondiale capable de livrer. On n'est pas le G1. Donc, l'un de mes hobbies est qu'on n'est pas bon à s'auto-analyser. On est une puissance moyenne, pas aussi influentielle que pendant la guerre froide. Donc, il nous faut repenser à ce que nous pouvons faire. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. Même dans ce contexte, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire au niveau industriel, au niveau du secteur privé que nous ne sommes pas en train de faire. Mais si on essaie de faire de trop, on va accomplir trop peu. Et je ne veux pas critiquer la stratégie Indo-Pacifique, mais il n'y a pas de priorisation et il nous faut prioriser les choses si on veut faire des choses desquelles vous parlez. Je pense qu'il y a de très bonnes choses dans la politique Indo-Pacifique. L'engagement à développer des partenariats avec d'autres organismes de recherche dans notre région. Très bon.
D'autres gens l'ont fait et c'est une très bonne opportunité pour le Canada. On a 1 ou 2 minutes pour des questions, donc si quelqu'un veut prendre un micro, nous verrons combien de questions on pourra Chris inclure. Davison with the Canola Council of Canada. Christie du Lots has Conseil been canadien talked du about canola. in the canola. context On of a trade, beaucoup and trade is écrit increasingly concernant being le talked about in the commerce et context on of parle de climate plus en and plus du environment commerce dans le policy. contexte I'm de curious la what the politique panelists environnementale et think. climatique. Je me Maybe demande ce que les it's a experts complex area, pensent. obviously, but C'est un some simple domaine suggestions or complexe, mais guidelines for des what will suggestions, des lignes inform good directrices climate simples and par rapport à ce environment qui devrait policies, which éclairer de bonnes contribute to food politiques security environnementales pour and not contribuer à la food sécurité alimentaire et I non will pas just say l'insécurité the clock is alimentaire. ticking, so I'll ask for some concise answers. Je I vais know this is demander a des réponses complex concises, question. mais même si c'est complexe comme question. No? Non? Je n'ai pas de réponse à la question, mais une réponse partielle dans ce pays est qu'il nous faut parler des choses publiquement, au Parlement, dans les médias, dans les groupes de réflexion et dans l'industrie, parce que nous tendons à ne pas parler de problèmes desquels vous parlez. C'est ce que j'aime dire sur la sécurité nationale. On n'en parle jamais, à moins qu'on ait un problème. Et je ne puis me rappeler avoir lu quelque chose sur la sécurité nationale. Il nous faut en parler, il nous faut écrire là-dessus, il faut y penser. Je pense qu'on l'a fait avec les Africains et avec l'idée et le programme du mur vert où nous avons un plan. On a l'Union africaine et ses pays, mais cela ne veut pas dire qu'on a planté des milliards d'arbres. Bien au contraire, maintenant, on essaie de modifier les structures de production, essayer de trouver de nouvelles cultures et faire des exportations en Europe. C'est-à-dire, regardez, il y a 30 ans, les gens n'étaient pas à New York. Il y a de nouvelles céréales qui viennent de l'Amérique latine, comme le quinoa. On pourrait trouver des céréales qu'on pourrait promouvoir et avoir un nouveau marché d'exportation, et cela va avec le crédit et aussi avec l'alimentation pour les filles aux écoles et blabla, une initiative qu'on a développée avec le Canada au G20. Donc, il existe des efforts essentiels, mais je ne suis pas surpris que ceci ne soit pas connu au Canada à cause du manque d'intérêt, dirais-je, en ce qui concerne l'Afrique. C'est un problème que je vois. Oui, je m'appelle José Kachama. Et je suis intéressé à l'influence de la Russie et de la Chine en Afrique et la France. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on dirait qu'ils ont une relation compliquée en ce moment avec l'Afrique. Burkina Faso vient de rappeler son ambassadeur et l'armée française s'est retirée de Burkina Faso. Et donc, je voudrais voir, parce que l'Ouest semble être très intéressé à la démocratie, ce qui est une bonne chose, mais la Russie et la Chine ne sont pas intéressés s'il existe des dictateurs en Afrique, et je pense que cela est en leur faveur parce que cela leur permet de donner davantage d'aide étrangère et cela peut être prédatoire. Et on a vu des pays de la Scandinavie et des pays occidentaux en général où nous avons beaucoup d'exigences au préalable si on veut donner de l'aide, par exemple. Donc, je veux voir l'influence croissante, le groupe Wagner dans la République de l'Afrique centrale. Comment le Canada et ses alliés se voient bouger de l'avant en Afrique? Et comme je l'ai dit, il semblerait que l'influence française est en déclin en Afrique. On n'a qu'1 ou 2 minutes et je pense que c'est une question essentielle. Je me rappelle être partie dans un pays avec ce premier ministre au Sénégal, par exemple, et on voyait des signes, tout était construit par la Chine. Et c'était tout petit ce qu'on faisait dans notre voyage, si on voyait l'influence de ce genre.
Robert, la Russie et la Chine ont à voir avec les pays en développement de façon beaucoup plus légère que nous. Je pense qu'on place trop d'emphase au Canada sur quelques-unes de nos valeurs qui ne sont pas forcément partagées dans des pays où nous voudrions avoir affaire avec eux. Par exemple, notre préoccupation avec les droits de travail, notre préoccupation avec les droits des femmes, notre préoccupation avec les peuples autochtones. Aucune de ces choses, toutes ces choses sont très importantes, mais si on va dans un pays en dictature où les gens meurent de faim, ils ne veulent pas entendre le Canada parler de ces choses. J'exagère, mais c'est un point. C'est vrai aussi pour l'Union européenne et les États-Unis. L'autre différence, c'est qu'aujourd'hui, la Chine semble avoir une quantité sans limite de capital à investir dans le monde en développement, tandis que l'Ouest est en train d'être réduit. Et je pense aussi que la politique étrangère de la Chine est une d'engagement actif pour obtenir de l'influence qui n'est pas forcément utile. De grandes parties du tiers-monde accusent les États-Unis, après la Deuxième Guerre mondiale, d'essayer de diriger la planète. En fait, ils n'ont pas essayé de le faire, ils ont essayé de donner de l'argent et d'aider les gens. La Chine est beaucoup plus prédatoire et la Russie aujourd'hui essaie de revenir à la position qu'elle avait auparavant et causer des problèmes. Mais la vraie différence, c'est que l'Ouest n'a pas le capital et comme Monsieur l'ambassadeur l'a dit, on n'a pas l'intérêt. Les États-Unis regardent vers l'interne de plus en plus et nous n'avons pas d'intérêt en Afrique et je ne pense pas qu'on ait de l'intérêt dans d'autres parties du monde aussi. Et ce qui est triste, c'est qu'on parle de cela en ce moment côté développement, mais c'est quelque chose qui devrait nous intéresser du côté économique, de voir ces parties du monde se développer. Je reviens à ce que je disais auparavant, si on priorisait les choses un peu avec nos alliés, on en a parlé beaucoup plus tôt ce matin, avoir des blocs peut-être pour aider avec le développement alimentaire et on ne le fait pas, excepté avec les agences des Nations Unies. Je ferai la différence entre la Chine et la Russie. La Chine, c'est une politique de très très long terme d'investissement et de captation des ressources. Avec, pour connaître, pour avoir beaucoup travaillé sur ce dossier, avec une évolution, c'est-à-dire que les Chinois n'ont plus les montants de capitaux nécessaires pour investir à n'importe quel prix. Okay, I'm going to interject. Okay, okay, so non, I parce will qu'il y a du monde switch. qui I ne will suit pas. switch. I'm Okay. okay. I will switch. Je vais changer à l'anglais, c'est-à-dire les Chinois avaient un crédit pendant les 10 dernières années, mais ils ont plus de crédit que nous, bien évidemment. Pendant l'administration de Trump, on a eu un nouveau développement énorme. Ils ont pu confronter les Chinois et les Européens ont aussi fait la même chose avec l'Europe et la Banque du développement. Et pendant les dernières années, on est en train de développer un autre type d'offre avec les Chinois. La situation est très différente aujourd'hui parce qu'elle est fondée aussi sur le fait que l'on saisit les ressources, les comportements de gangsters dans un certain sens. Et permettez-moi de vous dire que la situation a changé. On n'est plus dans les années 70. On n'agit pas de façon postcoloniale déjà. Cela aurait pu être très facile d'envoyer 2 entreprises françaises pour amener la situation au début à Burkina Faso ou dans la République centrafricaine, où les 5 dernières années ont été tout simplement horribles. Et ce n'est plus le cas. Et il nous faut supposer le fait que s'ils nous demandent de partir de Burkina Faso, où on avait des forces spéciales, et ces groupes djihadistes sont revenus. Je ne sais pas si vous avez écouté la radio ce matin, mais il y a eu de nouvelles massacres là-bas. C'est-à-dire, il nous faut être en conformité avec cela.
Mais un jour arrivera où les gens vont réaliser où ils sont et la campagne très connue contre la France a été orchestrée. Vous seriez fascinés par ce que nous voyons et parce que nous interceptons du point de vue des tentatives de ce qu'on fait avec la France. On a eu des massacres et c'est un exemple, mais il en existe des autres. On a dû sortir les Français de Burkina Faso parce qu'on était en train de saisir l'affaire de mines de laine dans ce pays. 50% de nos revenus, des revenus sont faits par des Canadiens, non pas par des Français, donc c'est un processus très prolongé. On ne peut pas être satisfait. On est vraiment alarmé, on regarde les choses de très près, la situation de très près, mais que pouvons-nous faire? C'est-à-dire, si on intervient, on sera convoqué. Ah, vous, les Français, vous revenez avec vos coutumes coloniaux et c'est la conversation avec l'Union africaine. Ce n'est pas une situation satisfaisante, mais ce n'est pas la fin du monde. Je pense qu'on peut mettre encore une autre question. C'est Patrick Gagnon, groupe parlementaire. Alors, I think I'll ask the question in English. I'm looking around here. Je vais poser ma question en anglais. La question est la suivante. On parle de sécurité et insécurité alimentaire, essayer de développer des marchés pour les produits canadiens. Mais qu'est-ce qui se passe du côté des organismes internationaux comme le Commonwealth ou la francophonie? Le Canada a des ressources limitées. On a cette grande poussée vers l'Asie. On regarde les G20 et d'autres, mais le Canada a des ressources limitées. Est-ce qu'il y a façon de probablement nous réimpliquer dans ces organismes? Ces organismes sont là plus de 50 ou 60 ans et on a plusieurs pays impliqués qui sont dans des milliards. On a une 80aine de membres dans le Commonwealth et aussi dans la francophonie. Alors, c'est une voie que l'on peut prendre étant donné les ressources limitées qu'a le Canada, étant donné qu'on s'implique politiquement avec eux. On voit le Premier ministre qui s'en va à la francophonie, à la Commonwealth, mais l'un des orateurs antérieurs a dit cela rapidement. C'est une clientèle connue, c'est des pays développés, mais il faut vraiment avoir ceux qui seraient intéressés par nos services. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cela? Je vais parler un peu de la Commonwealth, je m'y connais un peu. Ou je parle de la francophonie et vous parlez de la Commonwealth. En tout cas, il y a un fonds de développement de la Commonwealth, il y a des initiatives de la Commonwealth pour promouvoir le commerce entre les pays de la Commonwealth. Mais la plupart de la Commonwealth aujourd'hui est composée de pays qui sont relativement pauvres et qui ne sont pas dans une très bonne situation. Je pense que cela vaut la peine que de leur donner de l'adrénaline dans une injection. Même chose avec la francophonie. Mais tandis que nous le faisons et nous soutenons une demi-douzaine d'agences des Nations unies spécialisées, je pense qu'on fait ce qu'on devrait faire tout le temps, qu'on ne devrait pas le faire. On éparpille de l'argent un peu trop partout. Mais les pays de la francophonie et du Commonwealth, ça vaudrait la peine de les utiliser politiquement pour encourager le développement de groupes internationaux, etc. Si on faisait les choses de ma façon, et ça ne va jamais se passer, j'essaierais d'améliorer les agences des Nations unies. Il y en a qui font du travail très, très bon, mais les Nations unies en général ne sont pas l'organisme le plus efficace de la planète. On pourrait les améliorer. Je ne suis pas convaincu que la Commonwealth serait un véhicule adéquat à utiliser. C'est un anachronisme. Dans mon côté du monde, ce n'est pas considéré comme étant quelque chose de bon. Je ne serais pas d'accord. Je trouve que c'est très intéressant et donc on devrait se retirer peut-être de la Commonwealth. Désolé, commentaire multiple. L'interprète s'excuse. Cela a une fonction, mais je ne pense pas que cela aurait un rôle dans une situation.
Commentaire de clôture, Monsieur l'ambassadeur. Côté francophonie, ce n'est pas, je ne sais pas si vous avez participé à un sommet de la francophonie. C'est un mélange. Ce qui est important, c'est qu'on ait des bilatérales et analyser les enjeux dans ces réunions. Et il est vrai que ces pays impliqués avec la guerre en Ukraine utilisent ces réunions comme un sujet. G7 et G20, oui. Et je peux vous dire que le Canada a joué son rôle dans ces circonstances. Mais qu'est-ce qui se passe là si l'on revient à la sécurité alimentaire? C'est le rôle d'organismes régionaux, comme pour la COVID-19. Ne prenez pas l'Union africaine comme un groupe de pays qui ne sont pas organisés, pas du tout. Ils ont des organismes régionaux, ils font ce qu'ils veulent et il faut les prendre au sérieux, ce qui n'est pas le cas de l'Asie de l'Est. ASEAN est encore quelque chose de grand, mais l'Union africaine, non. Et je voudrais tout simplement terminer ce que j'ai dit auparavant. Comme UNICEF, le programme alimentaire mondial doit être soutenu parce qu'ils sont tout simplement en train de faire un très beau travail. Ben, excellent, merci beaucoup à vous tous.